Et ce qui est important, c'est de varier les formats. Moi, j'ai fait des tests, tu vois, je testais de poster que des infographies. Ça marchait pendant un temps, mais après, ça saoulait les gens, en fait. Si vous savez que votre audience est très sollicitée en DM, en message privé, bah, il faut aller être innovant sur les conversations que vous allez créer. Tous les réseaux, maintenant, c'est comme ça. Il faut, 1, attirer l'attention, 2, retenir l'attention, 3, faire du contenu qui vaut l'attention des gens. Bienvenue sur Marketing Stories. Je suis Thibaut Renouf, le CEO de Partout, une société tech qui accompagne les retailers dans tous leurs enjeux de visibilité locale et de réputation. On a lancé ce podcast pour vous partager régulièrement les parcours inspirants de personnalités du monde du retail. On parlera notamment de leur parcours, leurs challenges et leurs réussites sur des problématiques à la fois marketing et digital. Chez Partout, on est curieux et passionné d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a lancé Marketing Stories. Bon épisode. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour cet épisode de Marketing Stories, j'ai la chance d'être avec Pierre Rubel, qui est le fondateur de plusieurs business autour de la stratégie de contenu B2B. Bonjour Pierre, comment ça va ? Salut Thibaut, ça va très bien, merci pour l'invitation au podcast et au plaisir de parler d'entrepreneuriat et de contenu aussi. Écoute, ravi d'être avec toi. L'idée, c'est qu'on commence un peu à parler de ton parcours, de tes business. On va parler contenu B2B. Tu es un expert aujourd'hui sur ces sujets, notamment sur LinkedIn où tu as plus de 140 000 followers. Et j'ai regardé un peu tous tes posts. Il y a énormément de sujets que tu abordes. Et là, aujourd'hui, pendant ce podcast, on a différents spécialistes du marketing qui nous écoutent. Et le but, c'est de parler de personal branding, de contenu, de process de contenu. Mais avant tout ça, je voudrais bien que tu te présentes, tu nous racontes un peu ton parcours à toi. Yes, donc moi je suis en Thaïlande. Je suis arrivé en Thaïlande il y a 8 ans à peu près. Non, un peu plus maintenant, 9 ans. Je travaille en ambassade à la base, c'est pour ça que je suis arrivé ici. Et petit à petit, je me suis dit que je voulais monter ma boîte à moi. Donc j'ai commencé par être directeur associé dans une agence de com classique. On faisait des sites web, on faisait des plans de communication, tu vois, à l'ancienne sur 6 mois. Et après, j'ai fait du free et j'ai monté ma propre agence en 2021 qui s'appelait Red Dot. C'était une agence de go-to-market. Et en fait, on faisait des sprints de 2 semaines pour tester des canaux d'acquisition pour nos clients. Et donc pendant cette période de 2 ans où en fait on faisait du growth, j'ai remarqué que le contenu marchait de plus en plus, notamment 3 typologies de contenu, donc LinkedIn, YouTube et les newsletters. Donc petit à petit, j'ai transitionné vers ce modèle-là, content marketing plutôt que growth marketing. En plus, en même temps, il y a l'IA qui arrivait vers 2022 et il y avait des baisses de performance en cold email et en paid ads. Et donc j'ai transitionné vers du content marketing et on a vendu cette agence en 2023 avec mon associé en octobre. Et après ça, donc j'ai décidé de faire un focus sur le contenu. Donc je me suis vraiment spécialisé là-dessus. À l'époque, j'avais environ 70 000 followers sur LinkedIn, donc j'avais déjà une base sur laquelle m'appuyer pour lancer d'autres business. Donc j'ai lancé une formation ensuite l'année dernière, en 2024, sur un concept qui s'appelle Authority First, qui vient en opposition au modèle tofu, mofu, bofu traditionnel. Je pourrais t'en reparler. Et plus tard, donc là en janvier, j'ai lancé une agence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandaient en DM, est-ce que tu peux faire des infographies pour nous ? Parce que ma stratégie de contenu est beaucoup basée sur des infographies que j'utilise sur LinkedIn, que je repurpose ensuite dans ma newsletter. Et donc dans les DM, tous les jours vraiment, les gens me disaient ouais, on voudrait avoir ça pour notre boîte aussi. Donc j'ai lancé une agence pour adresser cette demande-là. Et là actuellement, voilà, j'ai un business de formation coaching où je forme des B2B founders et marketeurs au contenu sur LinkedIn principalement, mes newsletters et YouTube. Et j'ai cette agence. Et voilà, ça tombe bien. C'est vraiment principalement du contenu B2B ou est-ce que tu as aussi non, pas du tout encore contenu B2C que tu produis encore ? Moi, je focus sur le contenu B2B. Donc, en fait, ce qui est en train d'arriver en ce moment en B2B, c'est ce qui s'est passé en B2C il y a 5 ans. Tu as toujours 5 ans de décalage à peu près entre le B2C et le B2B. Et donc là, il y a toutes les tendances de personal brand, de vidéos, de podcasts vidéo qui arrivent en B2B. Et donc là, c'est la vague en ce moment et je suis sur cette tendance-là, on va dire. Ok. Et tu parles de 3 canaux que tu mentionnais juste avant, donc newsletter, LinkedIn et YouTube. Est-ce qu'on peut regarder un peu sur chacun de ces canaux les stratégies qui fonctionnent pour toi
euh, et, Mhm. euh, et on essaie de comprendre un peu les astuces, les bonnes pratiques que tu appliques pour tes clients et ce qui pourrait marcher. En commençant peut-être par YouTube, parce que le contenu vidéo, je pense que c'est un contenu qui explose en ce moment. Et d'ailleurs, ce podcast est depuis peu en vidéo. Quelle est un peu ta vision de l'évolution de YouTube et comment il se positionne même par rapport à des TikTok ou même Spotify maintenant qui fait des vidéos dans ses Mhm. podcasts? Ouais, bah déjà, sur les 3 canaux, faut les lancer un par un. Faut pas essayer de tout lancer en même temps. Donc juste pour recontextualiser, moi ce que j'ai fait, ce que je conseille aux gens, c'est d'abord de faire LinkedIn, puis newsletter, puis YouTube. Pourquoi? Parce que LinkedIn, tu as une feedback loop qui est beaucoup plus rapide. Donc tu peux générer de la performance rapidement, tu as des commentaires, tu as de l'engagement, tu sais ce qui marche assez rapidement, donc tu peux progresser là-dessus. Et newsletter en deuxième, pourquoi? Parce que ça te permet d'approfondir tes sujets, de connecter un peu plus avec ton audience sur, tu vois, du format long. Et YouTube, pourquoi en dernier? Parce que c'est le plus complexe en soi. Pour faire de la performance sur YouTube, c'est assez dur parce que ce que je dis souvent, c'est quand tu passes de LinkedIn jusqu'à YouTube, c'est comme si tu voyais en 3D pour la première fois. Parce que sur LinkedIn, juste écris un post et tu fais un design à la limite et tu publies. Alors que sur YouTube, faut donc l'idée de la vidéo YouTube, très important, le concept pour que bah, les gens cliquent tout simplement, le thumbnail design et le titre qui doivent être faits avant la vidéo, parce que sinon en fait tu vas te retrouver à record une vidéo et a posteriori te dire ah comment on va packager cette vidéo. Et en général Ok. quand tu es dans cette situation là, c'est pas bon signe, ça veut dire que t'as pas préparé ta vidéo sur de la keyword research ou sur une idée forte que tu avais. Et après avoir fait cette thumbnail et ce titre, tu dois bah, faire le script, au moins de l'intro, tu vois, pour que ça soit smooth. Après, tu dois record. Donc, tu vois, c'est encore une étape en plus. Il faut gérer le son, le lighting, il faut Je vois que c'est bah, un peu plus gérer toute compliqué, la même les partie. termes de thumbnail. Je sais même Ouais, pas si beaucoup de nos auditeurs connaissent. Donc c'est les captures, enfin c'est la photo qui est prise de la manière miniature, générale. ouais. La miniature, exactement, comme on dit en français. Et dans ce cas, si on Ouais. reprend le départ, c'est-à-dire pour toi, quand on commence à travailler une stratégie de contenu, de commencer par LinkedIn, euh, qu'est-ce que tu vois comme évolution de LinkedIn aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne plus? Quelles sont un peu tes recommandations sur ce canal? Et ensuite, dans ce cas-là, plutôt passer dans un deuxième temps à la newsletter et finir par YouTube si c'est le plus compliqué. Ok, ça marche. Donc sur LinkedIn, il faut avoir une stratégie de contenu qui va aller tabler à la fois sur les content pillars de l'entreprise. Je vais expliquer les piliers de contenu et aussi la demande de l'audience. Donc en fait, il faut commencer par se demander quel est votre positionnement. Donc comment vous voulez être perçu par votre cible et évidemment quelle est votre cible avant de penser au positionnement. Et à partir de ça, vous allez créer une stratégie de messaging, donc une stratégie de message sur comment vous voulez vous adresser à votre cible. Et une fois que vous avez ça, vous allez lister en fait tous les piliers de contenu. Moi, je conseille d'en avoir 3. Un qui va être assez pas vague, mais assez grand pour avoir, tu vois, de l'espace pour pouvoir parler de sujets assez tendances ou aller parler sur des sujets qui vont attirer plus de gens, tout en restant dans son expertise. Ensuite, il faut aller sur des sujets qui vont être plus précis dans tes 2 autres content pillars. Et une fois que tu as ça, tu peux créer ton plan de contenu. Et là, tu vas avoir de la variété de formats. Tu peux faire des carousels, tu peux faire des infographies, des posts un peu plus storytelling où tu vas raconter ta backstory, qui tu es avec une image de toi. Et ce qui est important, c'est de varier les formats. Moi, j'ai fait des tests, tu vois, je testais de poster que des infographies. Ça marchait pendant un temps, mais après, ça saoulait les gens, en fait. Donc, c'est vraiment la variété qui va marcher. Et point super important, c'est la répétition de l'information. Faut pas avoir peur de répéter les mêmes messages parce que toi, quand tu fais ton post, tu as l'impression de redire la même chose, mais en fait, les gens juste ils voient ton post défiler rapidement sur LinkedIn. Donc, il faut vraiment pour créer un positionnement, faut pas avoir peur de se répéter, ça c'est vraiment essentiel. Et après, comme dans toutes les tactiques marketing, c'est de l'itération. Il faut tester Et des nouvelles choses, analyser, etc. quand au départ tu définis un peu ton audience, est-ce que tu conseilles d'avoir potentiellement plusieurs audiences? Tu vois, moi je me pose la question, si on regarde partout, nous on poste énormément de contenu autour du référencement local, autour de Google Business Profile, donc Google Maps, autour de la Mhm. réputation. Mais je vais avoir un autre type de contenu qui va être plutôt autour,
je dirais, des startups, de l'écosystème tech, etc. Et peut-être un autre contenu qui est peut-être plus finance, ou expliquer un peu. Et dans ce cas, j'ai plusieurs typologies d'audience qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Est-ce que toi, tu définis un persona en amont et tu essaies de produire que du contenu pour ça, et d'autres personnes, peut-être dans ton équipe, vont aller adresser d'autres types de contenus? Comment tu vois les choses, même pour une entreprise qui est, que ce soit une entreprise, même un grand groupe, comment tu verrais les choses en amont, avant de parler de la production en elle-même? Donc pour Partout ou pour une autre entreprise, en fait, l'objectif final du contenu, c'est d'être positionné comme un expert, notamment sur tes profils, sur les profils personnels. Et donc, pour être positionné pour être positionné comme un expert, il faut être sur un sujet précis. Donc, si tu rajoutes trop de sujets différents, tu vas diluer ton positionnement. Et ton audience va avoir du mal à comprendre exactement ce que tu fais. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer ta zone de messaging avec tes 3 piliers de contenu. Et si tu fais admettons un troisième pilier de contenu qui est vraiment très très différent de tes deux autres, ça va te faire une zone de messaging qui va être un peu trop large. Et donc, in fine, ça va réduire ton nombre de leads, tout simplement. Parce que si tu es vraiment positionné sur un sujet et que tu es le leader sur ce sujet-là, bah, quand les entreprises vont faire un bidding, admettons, ou quand elles vont chercher un provider, un fournisseur, elles vont aller vers toi si tu as un positionnement très clair. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, moi, je te conseillerais d'essayer de réduire au maximum, notamment si c'est pour une stratégie business pour ta boîte, pour vraiment devenir, admettons, l'autorité sur le référencement local ou l'autorité sur un sujet qui est légèrement plus large aussi. Après, ça veut pas dire que toi, en tant que, tu vois, fondateur de boîte, tu as très bien le droit de parler de toi, ton entreprise, d'aller sur des sujets un peu plus light également, pour montrer qui t'es également. Et ça va créer en fait un univers autour de ta personal brand. Ok. Et quand on passe maintenant plutôt sur la production de contenu, c'est quoi un peu tes sources d'inspiration? Comment tu conseilles aux gens de trouver des idées? Même nous dire un peu, c'est quoi tes routines? Comment tu vois les choses sur ces aspects? Ouais, alors moi c'est mon métier, donc je fais beaucoup de création de contenu. Quand je dis que j'écris 4 heures par jour, par exemple, je sais qu'un fondateur va pas pouvoir faire ça. Cela dit, ce que je conseille, c'est d'aller chercher ces sources d'inspiration, non pas sur la concurrence, parce que si tu copies la concurrence, par définition, tu vas être en retard en fait, parce que s'ils postent quelque chose un jour 1, ça veut dire qu'ils ont pensé jour moins 90, tu vois, le temps de préparer, etc. Donc ça veut dire que tu es en retard. Ce qu'il faut, c'est aller regarder ton audience qui, eux, est toujours en avance sur le marché, parce que c'est le marché qui va créer la demande. Et ce que tu vas faire, c'est leur poser des questions pour pouvoir analyser leurs problèmes, les pain points, c'est un anglicisme qu'on utilise souvent, comprendre leur motivation et vraiment dans leur quotidien comprendre ce dont ils ont besoin pour avancer et comment tu vas pouvoir les aider avec ton contenu. Et en gros, c'est très simple, mais si tu es utile à ton audience par l'effet d'halo, qui est un effet psychologique, ils vont se dire, ok, si son contenu est utile, c'est sûr sa boîte et son offre sont utiles également. Et attention aussi à l'effet inverse qui est le horn effect. Je sais pas le traduire en français, mais en gros, c'est si tu fais du contenu pourri, en gros, bah les gens vont se dire ouais, son contenu, il est vraiment, on dirait un IA qui recrache du contenu, donc ça a pas l'air intéressant, donc je suis sûr son offre est pas ouf non plus. Tu vois ce mécanisme en fait qui est très puissant dans le contenu. Et ça, c'est pour ça que tu dois analyser ton audience pour avoir tes idées et pour ensuite être utile et pour être perçu comme utile et donc pour générer des leads entrants tout simplement. Il y a plus en plus de gens qui vont chercher aussi, alors tu dis pas copier la concurrence, mais voir potentiellement les posts qui fonctionnent très bien. Je trouve que de plus en plus LinkedIn potentiellement devient un peu des choses où on revoit les mêmes types de contenus un peu adaptés. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Même l'évolution de LinkedIn, j'ai l'impression que de plus en plus de monde poste. Est-ce que c'est pas un peu trop tard d'arriver maintenant sur LinkedIn? C'est quoi ton point de vue? Bah alors en fait, faut toujours comparer en marketing avec les autres possibilités. Donc si tu compares avec Instagram, LinkedIn, c'est pas trop tard comparé à Instagram, tu vois. Même sur Instagram, se lancer tout de suite, faire des reels, c'est pas trop tard non plus. Mais comparé à Instagram, LinkedIn, là, t'as encore de la marge. Après, en effet, il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de gens qui postent, et il y a de plus en plus de formations aussi.
je vais pas critiquer les formateurs parce que j'ai une formation également, tu vois, mais en gros, chacun donne sa méthode et de plus en plus, bah, tu vas avoir des gens qui vont essayer de reprendre les méthodes et donc ça va faire un peu tu vas avoir une impression que c'est un vase clos, tu vois, où tout le monde utilise un peu les mêmes formules, etc. Moi, ce que j'apprends dans mes formations, c'est à vraiment aller créer des idées et trouver un messaging que tu vas pouvoir garder sur le long terme. Pas des hacks où tu vas dire, OK, je vais faire que des carousels. Comme ça, je vais faire grossir mes followers. Et au final, dès que les carousels marchent plus, bah, t'es perdu. Faut vraiment s'ancrer dans une stratégie long terme avec une audience feedback loop. Je peux expliquer en détail ce que c'est après, pour pouvoir performer sur le long terme. Ouais, je suis preneur d'un peu de ce que tu expliques. Avant de parler d'audience feedback loop, juste en termes de technique, pour créer des contenus, c'est quoi les outils que tu utilises? C'est-à-dire que pour tes infographies, même pour tes vidéos, c'est quoi si tu devais donner une stack pour commencer et ensuite te parler, je pense, une fois que tu as produit des contenus, les poster et ensuite la partie feedback? Ouais, c'est super important. Donc une fois que tu as la stratégie, c'est une question de compétences et après c'est aussi une question d'outils en effet. Donc moi j'utilise principalement pour enregistrer les appels et avoir les transcripts, les retranscriptions, c'est TLDV qui est un outil IA. Ensuite donc qui va m'envoyer en fait tous les transcripts et les idées que je pourrais en tirer. Attends, les Parce que transcripts d'appel même toi, avec tes clients, tu veux dire? ouais, par exemple, pendant mes coachings, pendant mes podcasts. Donc là, par exemple, c'est enregistré, je pourrais utiliser le lien, je ferai un transcript et je ferai des posts avec. Je te conseille de le faire également, d'ailleurs. Ok. Et après, je fais pas, pour être précis, je vais pas prendre les infos de mes clients pour faire des posts avec. C'est vraiment ce que je dis moi. Donc ça, c'est le premier outil, TLDV. Après, j'utilise Tela aussi pour enregistrer des vidéos. C'est super, j'utilise pour mon cours et aussi bah, pour plein de types de vidéos. Ensuite, j'utilise Canva pour faire mes infographies. Souvent, Canva est mis en opposition avec Figma, parce que Ouais. tu vois, les puristes vont dire non, c'est mieux Figma. Moi, je préfère Canva pour plein de raisons. Tu as des illustrations intégrées que tu peux réutiliser, enfin que tu peux utiliser rapidement. Euh, c'est très collaboratif, enfin, c'est vraiment top. Après, pour écrire, moi, j'écris directement sur LinkedIn. Ok. Tu vois, t'as un feeling organique où tu te dis, bah là, je vais faire mon post et donc t'es plus impliqué. Parce que si tu le fais, admettons sur Notion et t'en écris plein et après tu les, euh, tu les planifies, et ben tu vas avoir tu sais, un côté un peu plus distant où bon, si ça marche pas, c'est pas grave. Alors que quand tu le planifies directement, quand tu l'écris directement sur LinkedIn, bah là, t'es vraiment impliqué. Ensuite, voilà, j'ai tous mes outils plus business, Stripe, Kajabi, mes Et points sur la création de contenu. avant de parler de feedback loop, moi j'ai une question. Il y a énormément de réseaux B2B qui peuvent éventuellement nous écouter sur ce podcast. Ça peut être des réseaux d'agences d'assurance, ça peut être des réseaux enfin, dans le bâtiment, etc. C'est quoi Ouais. ton point de vue sur le fait que LinkedIn est vu comme un réseau social plutôt startup, plutôt tech, plutôt en gros SaaS, etc. Et à quel point tu penses que ça peut devenir une caisse de résonance pour des entreprises qui sont peut-être un peu plus traditionnelles. Et après, on parlera de feedback Alors, loop que j'oublie pas. ouais, ça marche. C'est super, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui voient LinkedIn passer et qui se disent ouais c'est que pour les agences marketing ou pour les startups, les fintech, etc. Donc moi, pour être clair, j'ai déjà géré de la performance sur des business dans le BTP ou sur des grosses PME dans l'industrie. Alors en fait, vous allez générer moins d'engagement, moins de performance que une agence marketing qui va poster des tips marketing. Mais par contre, vous allez avoir en fait des leads qui vont avoir plus de valeur. Donc en termes de panier moyen. Donc en fait, vous allez avoir moins de volume, mais vu que c'est quand même LinkedIn, c'est quand même mieux qu'Instagram, mieux que TikTok ou mieux que voilà Snapchat, admettons pour parler de BTP, bah c'est la meilleure possibilité. Ça va pas remplacer, admettons, un magazine spécialisé dans le BTP, tu vois, mais ça va venir ajouter un canal de communication où les fondateurs peuvent parler de leur entreprise, de leur vision, ou même ils peuvent parler de leur offre également. Et ça, couplé avec une stratégie de DM, donc de messages privés, où on va aller ajouter des gens, leur parler sans sans leur faire du pitch slap, où on va directement leur parler de l'offre,
mais ça va être pas mal de coupler en fait les deux, le contenu et Et juste ça, dernière précision, ouais. c'est que dans le BTP notamment, ou même dans de grosses PME d'industrie, bah, il y a moins de concurrence, donc c'est encore plus facile de se positionner comme autorité dans ce milieu-là. Tu parles de DM, donc direct message sur LinkedIn. C'est une stratégie toi, que tu couples avec du contenu. Et cette partie DM, est-ce que tu l'automatises? Est-ce que tu conseilles de l'automatiser? Comment tu fais? Est-ce que tu utilises du sales nav? C'est quoi un peu ta stratégie par rapport au DM? Donc, Alors moi, je pour suis les assez auditeurs qui ne frileux connaissent des... pas, Ouais. DM, c'est direct message, c'est ce que vous envoyez. Vous pouvez avoir les emails qui sont plutôt qui sont payants en fait. Et quand quelqu'un vous accepte en ajout, vous pouvez leur envoyer un message en connexion directe qui est dans ce cas-là gratuit et qui peut parfois s'automatiser selon ce qu'on préfère. Ouais. Alors moi, je suis assez frileux des outils d'automatisation, tout simplement parce que c'est pas toujours accordé par LinkedIn. Donc moi, je fais à la mano, en manuel. Donc pour donner des indications là-dessus, ce que je conseille, c'est de poster au moins pendant 3 semaines, un mois, avant d'envoyer des messages. Pour vraiment, par contre, pendant cette période-là, vous pouvez ajouter des gens qui sont dans votre secteur. Donc vous pouvez ajouter 2 typologies de personnes, ce qu'on va appeler ICP, donc profil de client idéal, et deuxième, des gens qui sont dans votre secteur. Ce qui va se passer, c'est que vous allez poster du contenu et les gens dans votre secteur, ils vont engager avec votre contenu s'il est bon, évidemment, si c'est du bon contenu. Et les décideurs, donc les ICP, ils vont jamais, ils font très rarement engager avec le contenu. Par contre, vu que d'autres personnes engagent avec votre contenu, ils vont le voir en fait. Et là, ça va vous créer de la visibilité. On me dit souvent, oui, les fondateurs, ils viennent jamais commenter mes posts, ils viennent jamais liker. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont trop occupés. Mais par contre, ils voient, ils scrollent sur LinkedIn peut-être 20-30 minutes tous les 2 jours. Et ça va créer de la visibilité. Et une fois que vous avez installé ça, vous pouvez envoyer des messages. Et je précisais tout à l'heure de pas faire du pitch lab. Donc pitch lab, c'est par exemple pour toi, hey, bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai partout, je peux vous aider à faire du réseau local, cliquez Ouais. ici. Tu vois, ça c'est, faut Mais voir vraiment LinkedIn comme une grosse conférence. Et imagine, tu as une conférence, tu vas pas aller voir quelqu'un et lui dire directement, hey, regarde ma boîte, clique ouais. ici. Ça Et marche la pas. particularité, et je pense que c'est un point, pas mal de décideurs, notamment tu vois, dans notre secteur marketing, ils reçoivent énormément de direct messages. Et bon, Mm. on m'avait montré à un moment un inbox LinkedIn de décideurs, et notamment sur les grands groupes, quand on vend en B2B. Là, je crois que c'était LVMH, et il m'a dit bah, ce matin, j'ai juste reçu 60 direct messages. Et Waouh. c'est pour ça qu'il y a une potentielle complémentarité avec la création de contenu. Mais c'est quoi ton point de vue à peu près aujourd'hui sur les direct messages? Tu as un taux de réponse qui est en baisse. Comment tu vois la réalité? Alors, donc moi je fais c'est vraiment le contenu en priorité. Si je devais faire une répartition des efforts, ça serait vraiment 95% sur le contenu et 5% sur les DM. Tu Ok. vois. Par contre, quand il y a des logiques de performance, parce que moi, c'est une petite boîte, tu vois, enfin, j'ai pas besoin de générer beaucoup de leads là tout de suite. Mais si tu as besoin de générer beaucoup de leads, tu peux faire du 70-30 en termes d'efforts. Ouais. Par contre, si vous savez que votre audience est très sollicitée en DM, en message privé, bah, il faut aller être innovant sur les conversations que vous allez créer. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'ABM, Account-Based Marketing, où vous allez en fait choisir, admettons, 10 comptes, étudier ces comptes-là pour comprendre vraiment précisément ce dont ils ont besoin en ce moment, grâce à des signaux que vous pouvez trouver sur leur site web ou grâce à des signaux que vous pouvez trouver avec des outils, et vous allez construire vraiment un plan en fait pour aller les contacter. Et pourquoi pas, par exemple, enregistrer une vidéo Loom où vous faites un audit gratuit de leur site web ou d'un des trucs qu'ils font pour avoir quelque chose de très personnalisé. Ça, c'est la première approche qui va être très directe. Où il y a une autre approche, tout simplement, si je reprends la métaphore de la conférence, c'est tout simplement de vous comporter comme voilà une conférence. Vous allez leur parler, échanger des informations, proposer une étude de cas, toujours demander la permission de l'interlocuteur avant de lui envoyer quelque chose. Pareil, vous êtes à une conférence, vous dites pas tiens regarde, prends mon document. Vous dites est-ce que ça t'intéresse de voir ce document? Là c'est pareil en DM, faut juste en fait répliquer ça sur LinkedIn quoi. Ok. Si on passe un peu plus sur la partie newsletter, Mhm. est-ce que tu peux nous expliquer un peu, enfin,
là, la stratégie que toi tu vois pour les newsletters, donc à quel moment c'est pertinent, comment augmenter son nombre d'abonnés, etc. Et aussi, moi je me pose la question aujourd'hui de la newsletter dans le sens où on est quand même spammé de beaucoup d'emails. C'est vrai que même le type, ça dépend de la typologie de contenu, mais moi je tendance à recevoir pas mal de newsletters et à me désabonner de 3 listes de mails par jour. C'est quoi Ouais. l'avenir du mail? Enfin, un peu plus ces questions-là de ton point de vue. Ouais, j'imagine que, enfin, je sais pas combien de temps tu fais, depuis combien de temps tu fais partout, mais avec toutes ces années d'entrepreneuriat, tu as dû accumuler plein de newsletters pour t'informer. Tu sais, tu télécharges des guides et au final, tu te retrouves avec 500 newsletters et tu sais même Ouais, plus mais bon, pourquoi. je me désabonne régulièrement pour des raisons Ouais, à la fois de je temps et comprends. Ouais. d'écologie. En fait, c'est pour ça que je mets LinkedIn en premier. Pourquoi? Parce que LinkedIn, tu vas créer un attachement à ton expertise et à ta personne aussi. Enfin, l'audience, pardon, va être attachée à ton expertise et à ta personne. Et en fait, quand tu rajoutes une newsletter, tu vas capitaliser sur cette sympathie. Et donc, l'audience va suivre ta newsletter pour ton expertise, mais pour toi aussi. Tu vois, il y a des gens, par exemple, Uberman une- sur du B2C, Andrew Berman qui fait de la science, qui donne des conseils. Les gens le suivent pour lui et pour son expertise. Donc, ils vont Ouais. pas se désabonner, tu vois. T'as plein d'autres exemples. Et en fait, faut capitaliser là-dessus. Et faut pas faire une newsletter à l'ancienne, parce que je suis sûr là les auditeurs se disent ok newsletter on en fait déjà une peut-être ou peut-être qu'ils pensent en faire une, c'est envoyer des news de l'entreprise. Pour générer de la performance avec une newsletter, et quand je dis performance c'est tout simplement du revenu en fait, in fine, il faut créer il faut envoyer de l'expertise en long format. Ok. Donc, ce que je fais moi, c'est que je vais créer un post LinkedIn, je vais le publier, je vais en faire un par jour, et au bout d'une semaine, je vais regarder celui qui a le mieux performé. Donc, je fais la moyenne de l'engagement des impressions, je regarde ce qui surperforme et j'identifie un sujet qui marche mieux. Et je vais prendre ce sujet-là que j'ai déjà prévalidé sur LinkedIn pour pouvoir en faire une newsletter format long. Parce que si tu fais un format long newsletter, tu mets 5 heures dessus, et en fait, ça bide parce que les gens sont pas intéressés, et bah, t'as perdu du temps. Alors qu'avec ce Et système-là, donc, c'est beaucoup plus rapide. dans ta newsletter, tu vas avoir un sujet par envoi ou tu vas avoir plusieurs sujets? Deux types de newsletters. Premièrement, comme tu dis, un sujet, je vais en profondeur. Admettons, comment générer du revenu avec du contenu. Et deuxième typologie de newsletter, 10 conseils pour, par exemple, 10 outils pour créer du contenu, tu vois. Et donc là, je parle un peu de chaque outil. Ok. Et pour répondre un peu à mon questionnement un peu sur la partie l'avenir du mail, etc. Maintenant, il y a les newsletters sur LinkedIn, il y a WhatsApp. Mm. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Alors WhatsApp, je savais pas qu'il y avait une newsletter. Ouais, tu peux faire des Moi, channels, quoi. ah oui, oui, sur des micro-communautés, ça c'est top, on peut en reparler. Pour la newsletter, moi je conseille deux outils différents. Il y a Substack que j'utilise, Ouais. qui est un peu plus pour les créateurs, et il y a Kit, donc anciennement ConvertKit. Là c'est plus newsletter, envoi d'email, séquence. Donc Substack, c'est vraiment basé sur... ils sont en train de refaire un espèce de LinkedIn où tu peux faire des posts. C'est vraiment top, je vous conseille de regarder. Et Kit, c'est plus voilà, pour générer des leads, faire de la performance. Et sur les newsletters LinkedIn, pourquoi pas honnêtement. Cependant, je préfère être propriétaire de ma liste email. Donc quand tu fais avec Substack, tu as ta liste email, tu peux la télécharger, la transvaser sur Kit, et donc ça c'est bien aussi. Ouais, nous, on avait justement créé une newsletter avec un média que j'avais lancé qui s'appelle Tribes Ok. sur l'entrepreneuriat. Et une des problématiques qu'on avait aussi, c'était que ta liste email, notamment en startup, les gens changent d'entreprise assez rapidement. Et Ah quand les gens ouais. changent tous les 3 ans, ça veut dire que tu as un tiers de ta base chaque année qui disparaît. Ah ouais. Et donc, on s'était posé un peu la question à quel point les profils LinkedIn sont, tu vois, c'est intemporel, puisque les gens ne changent pas de profil Hmm. LinkedIn, même s'ils changent de boîte. Et généralement, tu parlais d'ICP, quand tu changes de boîte, potentiellement, tu restes hyper intéressé par le Ouais. sujet sur lequel tu t'es inscrit. Donc, tu avais un enjeu là-dessus. Mais Tout à fait, ouais. J'avais jamais pensé à ça. Dans ce cas-là, faudrait demander presque l'adresse perso au lieu de la pro, mais c'est peut-être pas top pour des boîtes B2B. Mais en effet, ouais, j'avais pas pensé à ça. Va falloir que je regarde ma liste pour être sûr que tout le monde est actif. bien sûr. Et maintenant, si on parle plutôt sur la partie
YouTube. Enfin, tu parlais déjà de, dans la newsletter, quand tu dis format long, tu partages quel type de contenu dans ta newsletter? Est-ce que ça va être des articles d'autres personnes? Est-ce que ça va être des propres articles? Est-ce que ça va être des vidéos YouTube, des ressources? Et ce contenu-là, à quel point tu le fais en propriétaire? À quel point tu fais ta veille et tu le partages? C'est vraiment des questions que je pense pas mal de gens se posent. Ouais, alors déjà, c'est la variété comme sur LinkedIn qui va marcher. Quand je dis variété, c'est si toutes les semaines vous envoyez 10 outils pour, tu vois, ça va saouler les gens. Par contre, si toutes les semaines vous innovez sur comme tu dis, un jour tu invites quelqu'un, un jour tu fais un transcript d'une vidéo YouTube, un jour tu fais ton opinion à toi, ça c'est la variété qui va performer. Moi, ce que je fais, c'est que je table sur un concept vraiment clé sur Internet, c'est que les gens ne lisent pas tout, ils vont scanner l'information. Ok. Ouais. Donc, quand vous arrivez sur un site web, vous lisez le gros titre, vous descendez tout en bas de la page, vous regardez, vous remontez, vous regardez le zigzag et vous allez, voilà, j'avais fait des études en eye tracking pour voir comment ça marchait. Pareil sur la newsletter, en fait, les gens vont lire les gros titres, le H1, les H2, ils vont regarder les images et les bullet points aussi, donc les listes. Et si ça c'est intéressant, ils vont ils vont lire en profondeur. Moi, je table là-dessus et mes newsletters sont truffés d'infographies en fait. Sur une newsletter, il y a 12-15 infographies, tu vois. Okay. Des petites infographies, des plus complexes. Et comme ça, en fait, je maximise le temps de lecture dans la mesure où je me dis, s'ils lisent le titre, plus les bullet points et regardent l'infographie, ils ont eu l'info. Ils n'ont pas eu besoin de lire tout le paragraphe, tu vois. Et ça veut dire que tu fonctionnes avec des bibliothèques d'infographies que tu as sur Canva et que tu réutilises à différents moments, potentiellement des infographies que tu as fait il y a 1 an et demi, tu les mets un peu à jour et tu peux les réutiliser dans différents types de contenus, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est un bon point. Là, je suis en train de créer un cours justement sur le repurposing. C'est comment tu vas créer ta bibliothèque d'assets. Il faut plus voir les contenus comme juste des posts ou des contenus, il faut les voir comme des assets, comme un asset financier en fait qui va pouvoir être réutilisé. Et donc tu as visuel, audio, vidéo et texte, et tu mets tout ça dans ta librairie. Tu mets un bon système de naming, et là tu vas pouvoir les réutiliser 1 an après, 2 ans après, comme tu dis, et donc ça va être beaucoup plus facile et de plus en plus rapide. Et ça tu le fais sur quoi? Tu le fais sur un drive ou tu le fais Il y a des boîtes qui utilisent des outils assez, je sais plus comment ça s'appelle, mais assez poussés, c'est possible de le faire. Donc je sais plus le nom, mais moi je le fais par contre sur Canva et sur Notion. Ok. Et après les auditeurs peuvent s'interroger aussi sur la possibilité d'utiliser l'IA, et tout en ayant en tête que il y a des notions de confidentialité aussi, parce que quand on nourrit l'IA avec quelque chose, il faut se dire que peut-être ça va être réutilisé derrière. Je suis pas un expert là-dessus, donc faut faire attention, mais ça peut être pas mal aussi, parce que in fine on demande à l'IA oui, trouve-moi un contenu que j'ai fait sur ce sujet-là, et il te le ressort, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Ok. Donc on a parlé d'un peu des trois grandes thématiques que tu maîtrises le mieux. YouTube, on peut en reparler un peu s'il y avait d'autres choses que tu voulais évoquer. Je sais pas à quel point la partie vidéo, parce que c'est vrai que c'est difficile de produire des contenus vidéo. Et je suis preneur un peu de ta vision sur l'avenir aussi de YouTube et l'avenir du contenu vidéo. Notamment avec l'IA, je pense que ça peut être un peu intéressant de croiser ça, quoi. Donc là, je parle de tous les sujets un peu en surface, et sur YouTube, c'est tellement profond que je vais être aussi en surface, mais pour inspirer les gens à lancer leur canal YouTube, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils se disent souvent, ils se disent sûrement ah, c'est dur, il y a trop de channels, ça va être compliqué, il faut s'organiser, etc. Déjà, il y a beaucoup plus de blogs que de chaînes YouTube. Donc, il y a aussi beaucoup plus de newsletters que de chaînes YouTube. Donc, oui, c'est concurrentiel, mais c'est beaucoup moins concurrentiel que d'autres canaux. Toujours dans la même optique en marketing, il faut toujours comparer les différents canaux. Première chose. Deuxième chose, c'est que souvent, ils vont se comparer à MrBeast, tu vois. Ils vont dire, ouais, il y a 300 millions de vues, et quand ils vont faire une vidéo YouTube, leur première, ils vont faire 300 vues, tu vois, par exemple. Ils vont se dire, ah, c'est la cata. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est en B2B notamment, enfin surtout en B2B, une vue peut générer un client high ticket, c'est-à-dire plus de 1000, 5000 euros sur sa lifetime value. Donc, en fait, juste une vue, ça peut déjà créer du revenu. Donc, faut plus avoir
cette vision-là de YouTube en B2B et se dire, OK, je vais faire mon podcast en vidéo, je vais le mettre sur YouTube et toutes les vues, c'est un client potentiel. OK, si le contenu est bon. Ça, c'est les deux choses que je veux dire pour vraiment inspirer les gens à faire leur canal YouTube. Euh, et après, peut-être tu as des questions plus précises sur comment faire une vidéo. Ouais, je suis preneur un peu des outils que tu utilises. C'est vrai que je pense que c'est le canal le plus difficile en termes de production de contenu, parce que autant écrire un post LinkedIn, je pense que on se dit, bon, ok, il faut juste se lancer. Faire une newsletter, on se dit que c'est un peu plus long parce qu'il faut passer plus de temps à écrire. Faire une infographie, ça demande de maîtriser Canva. Je pense que le sujet YouTube, les gens, ça leur fait un peu plus peur parce qu'on a l'impression que il faut produire du contenu et qu'il faut une expertise et que ça prend du temps. C'est quoi ton point de vue là-dessus et quels sont potentiellement les outils que tu peux utiliser et après, je suis aussi intéressé de comprendre les leviers de diffusion, mais d'abord un peu les outils et la méthode que tu utilises. Alors, premièrement, il y a des mécanismes psychologiques qui vont être les mêmes sur LinkedIn, même Instagram ou sur YouTube. Donc, premièrement, tu as la notion de positionnement que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment essentiel sur YouTube. Si sur ton canal YouTube, tu parles de plein de sujets différents, les gens vont pas vraiment s'abonner parce qu'ils vont pas attacher ta chaîne YouTube à une expertise précise. Donc, il faut vraiment être positionné sur 2-3 sujets max. Et les gens se disent, OK, si je veux avoir des infos sur le référencement local, je m'abonne à la chaîne de partout. OK. Deuxièmement, un autre mécanisme psychologique, c'est la notion de curiosité et de hook. Donc, sur tous les réseaux, maintenant, c'est comme ça. Il faut, 1, attirer l'attention, 2, retenir l'attention, 3, faire du contenu qui vaut l'attention des gens. Parce que quand tu crées du contenu, tu te dis souvent, ah, c'est gratuit dans tous les cas. En fait, c'est faux parce que les gens payent avec leur attention. Et l'attention, ça a beaucoup plus de valeur que l'argent pour certaines personnes, notamment les fondateurs d'entreprises. Voilà, le temps, c'est vraiment ce qui a le plus de valeur, notamment dans une économie de l'attention. Et donc, il faut vraiment, sur toutes vos vidéos YouTube, vous dire, OK, comment j'attire l'attention, comment je la retiens. Et ça passe vraiment par le concept de la vidéo. C'est pour ça que MrBeast, même si ça n'a rien à voir, c'est toujours un bon exemple parce que tu regardes ses vidéos, il fait toujours des concepts vraiment originaux. Et il faut essayer de faire ça dans la mesure du possible, évidemment, en B2B. Avoir une bonne thumbnail, une bonne miniature, pardon, qui va attirer l'attention, ouais, mais aussi créer ce qu'on appelle en anglais curiosity gap. En fait, ta miniature, elle doit montrer que dans la vidéo, l'audience va apprendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas pour le moment. Tu vois. Donc si là tu fais une miniature de notre podcast, faut pas que tu mettes interview Pierre Rubel, tu vois. Faut que tu mettes par exemple un truc que j'ai dit dans la vidéo que toi t'as dit et tabler sur ça pour générer du clic et après essayer de retenir l'attention. Voilà. Ensuite sur les outils, sur les mécanismes psychologiques, il y en a plein d'autres. Hein. Je pourrais tous les expliquer, mais sur les outils, moi j'utilise vidIQ, VIDIQ pour l'analyse de mots-clés. En fait, quand tu fais du YouTube, tu as 2 types de vidéos. Tu as les vidéos SEO et tu as les vidéos concept original. Après, tu peux aller voir la nomenclature de YouTube où ils parlent de Heroes, Hub et Educate, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas exactement ça, mais c'est dans l'esprit. Et en gros, SEO, tu ranks sur du long terme, comme en SEO classique sur Google. Par exemple, moi, je fais comment écrire un post LinkedIn qui fait plus de 100 000 vues. Là, la vidéo, elle a 50 000 vues. Ça génère des abonnements à ma newsletter, ça vend des cours automatiquement, enfin avec les séquences email, hein, pas automatiquement. Et ensuite, tu as les concepts originaux où là, tu vas essayer de capter l'attention, générer du clic sur, par exemple, tu peux te dire qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon industrie. Ok, je fais une vidéo là-dessus. Ok. Et dans ce cas-là, si c'est plutôt de l'actualité, est-ce que ça va ranker en actualité sur YouTube ou est-ce que tu vas utiliser ton LinkedIn et ton email et ta newsletter pour créer du trafic ou comment ça fonctionne dans ce cadre-là, une vidéo plus d'actualité? Techniquement, une vidéo sur YouTube peut buzzer, entre guillemets, je sais que ce terme est un peu à l'ancienne, peut devenir virale, juste parce qu'elle génère beaucoup de clics et parce qu'il y a un gros watch time. Le watch time, c'est combien de temps, la durée de rétention sur ta vidéo. Donc juste avec ça, juste sur YouTube, en natif, ça peut générer beaucoup de vues, en fait. Et après, oui, ça peut ranker dans les top tendances, mais là, c'est quand tu fais vraiment 500 000 vues en une semaine, ce qui est assez dur à faire, notamment en B2B. Je sais pas,
S'il y a des gros, par exemple Ali Abdal, il doit faire ça peut-être sur certaines vidéos, tu vois. Il a une grosse chaîne de productivité et il vend des formations YouTube. Après, pour la distribution, tu peux la distribuer sur LinkedIn, sur newsletter. Par contre, faut que tu fasses gaffe à un truc que je connaissais pas il y a quelques semaines. Parce que juste pour le contexte, moi sur YouTube, je suis encore à 7500 subscribers, donc je suis encore au début, tu vois. Ouais. Donc je découvre petit à petit des nouvelles règles. Par exemple, quand tu envoies ta vidéo sur LinkedIn, si les gens sont dans une logique de scroll à ce moment-là, par exemple, ils sont dans le bus, tu vois, et ils voient ton post LinkedIn ou dans le métro, ils cliquent, ils arrivent sur la vidéo YouTube, ils voient 15 minutes et ils quittent la vidéo parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. Ils sont pas dans une logique de consommer de l'information longue à ce moment précis. Ben, ils vont quitter et ça va signaler à YouTube que en fait ta vidéo n'est pas bien. Donc tu vois, faut réfléchir à toutes ces règles là aussi. Ok. Mais faut que je teste encore. Je vais étudier ça. Je vais faire des A/B tests pour être sûr à 100% de ce qui est le mieux. Ok. Et sur les autres leviers, tu vois, typiquement, là, on est dans le cadre d'un podcast. Il y a potentiellement d'autres leviers. C'est quoi un peu tes vues si tu t'es focalisé sur 3 leviers qu'on a bien balayés. C'est quoi un peu les autres leviers que toi tu vois dans une stratégie de contenu et si tu devais en choisir un quatrième et un cinquième, ce serait quoi? Alors le quatrième, ça serait podcast, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est vraiment bien pour ta stratégie de repurposing. Repurposing, pour expliquer très rapidement, c'est en gros, c'est pas reposter un contenu, c'est reprendre l'idée fondamentale du post ou du contenu et reformater cette idée-là. Donc par exemple, un carrousel LinkedIn peut devenir une vidéo YouTube, tu vois. Donc un podcast intéressant peut devenir un carrousel LinkedIn aussi. Donc c'est pour ça que c'est top les podcasts parce que tu as plein d'invités, ils génèrent de l'information, ça crée de la connaissance. Cette connaissance-là, tu peux la réutiliser. Et quand Donc tu vraiment dis podcast, ça c'est réutiliser, donc sûr. en gros, tu prends un podcast, tu le mets dans un outil de transcript par IA, ça te récupère tout le texte qu'il y a, et ensuite tu vas prompter ton IA en disant est-ce que tu peux me sortir les 4 grandes idées et me proposer des idées de post LinkedIn, c'est ça que tu vas faire? Alors oui, tout à fait. Et tu peux aussi créer des clips vidéo tout simplement. Pas avec l'IA est pas 100% bien pour l'instant là-dessus, je trouve. T'as plein d'outils genre Opus, etc. C'est pas mal, ça peut aider, mais vraiment avoir un éditeur qui prend le podcast, qui fait des clips, tu vois, avec la finesse de la connaissance du sujet, ça va être 10 fois mieux, en tout cas pour le moment. Et sur l'IA, ouais, tu fais ton transcript, tu vas pas trop loin dans la rédaction parce que sinon ça va te sortir de la commodité par définition, parce que l'IA va analyser tout ce qui est disponible. Donc ce que tu vas faire, c'est juste prendre des idées à partir du transcript. Et voilà, le podcast, ça va être vraiment une source de données. Par contre, quand vous faites un podcast, première règle, comme dans tous les autres canaux, mais encore plus en podcast, c'est consistency. Donc faut vraiment publier en continu. Faut pas faire une pause de 3 mois, revenir, parce que les gens ont oublié le podcast en fait. C'est Ouais, bien beaucoup sûr. plus dur de revenir que de faire une grosse pause et de revenir que de continuer graduellement. Donc ça, Ouais. c'est la première règle. Et, euh, et après, sur le podcast, il faut penser en fait à la distribution avant de créer le podcast. Donc plan de distribution, sinon ça va être trop frustrant en fait. Vous allez passer du temps à faire le podcast et il sera pas vu, c'est super frustrant. Donc je conseille de le mettre sur YouTube en vidéo et après en audio en deuxième sur les plateformes de streaming audio parce que sur YouTube il va pouvoir ranker naturellement aussi. Donc c'est YouTube, tu mets ton podcast et en plus tu as de la distribution en même temps. Donc c'est vraiment une pierre deux coups, tu vois. Et après plan de distri, LinkedIn, faire des lancements, newsletter, de la Cool. distri quoi. Et peut-être pour finir un peu cet échange, je voulais savoir c'est quoi un peu tes prédictions pour la suite en termes de contenu. Qu'est-ce que tu penses qui va plutôt évoluer même avec l'IA? Est-ce que tu penses que typiquement sur YouTube, de plus en plus, il va y avoir des avatars et des influenceurs qui vont être purement générés par IA? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu crois ou d'autres prévisions que tu pourrais avoir? Ok, donc les tendances, honnêtement, par rapport à mon métier, je suis pas 100% rassuré, tu vois, par rapport à l'IA. Honnêtement, hein, je vois les avancées, c'est vraiment, même dans tous les métiers, on voit les avancées, c'est très rapide. Après, il y a des questions éthiques et même
des questions de société sur ce sujet-là, mais voilà, donc sur l'IA, c'est sûr que ça va bouleverser le métier du contenu. Deuxièmement, en termes de tendance, moi je vois je pense une progression sur LinkedIn en termes d'utilisateurs, de consommateurs et de créateurs. Je vois de plus en plus de marques qui vont passer du search vers, je sais pas si ça va te faire plaisir ça, qui vont passer du search vers du LinkedIn aussi, Si LinkedIn par faute de performance. sort du point de vente, etc. Pour l'instant, aujourd'hui, quand tu cherches un supermarché ou Oui. un restaurant, tu vas pas encore sur LinkedIn. Mais dans tous les cas, nous, c'est pas que Google Maps, ça va être aussi les réseaux sociaux, etc. Même TikTok vient d'annoncer qui référençait des points de vente. Donc, si LinkedIn commence à faire du référencement local, on serait très content chez Partout. Ouais. Ah oui, donc dans tous les cas, pour toi, c'est bon signe. Ah ouais, smart, ok. Ouais, tu vois, enfin, en tout cas, t'as des avancées là-dessus où je sais pas si c'est bien, pas bien, mais ça rebat les cartes, en fait. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que ça rebat les cartes et il faut être constamment dans une logique d'analyse et de savoir ce qui marche pour pouvoir aller chercher les meilleurs ROI possibles. Après, sur les tendances, quelque chose dont j'ai parlé, ça va être les vidéos YouTube en podcast et aussi en personal brand. Pour l'instant, c'est que les fondateurs, les C-level qui font de la personal brand. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de stratégies où, tu vois, tous les C-level ont leur personal brand, ou même jusqu'au VP marketing, où tu vois, il va y avoir des boîtes qui vont vraiment investir là-dessus, avec du LinkedIn, des newsletters, peut-être même des podcasts. Tu vas avoir aussi, comme HubSpot l'a fait, des marques qui rachètent des newsletters et des podcasts. Tu vois, ça va se consolider tout ça et ça va rapprocher les créateurs des entreprises B2B. Parce que je pense que les boîtes B2B vont perdre de la performance en ads et en cold email, donc elles vont chercher d'autres leviers et elles vont aller chercher de la création de contenu et des créateurs. Un peu comme ce qui s'est passé en B2C en fait, hein, juste on répète le même film mais en B2B. C'était de plus en plus dur de faire de la perf en ads en e-com. On allait chercher des influenceurs et après on allait chercher de l'UGC. Et ça va faire pareil en B2B en fait. C'est déjà en train d'arriver honnêtement. Ouais, nous on le fera. En tout cas, chez Partout, on a cette conviction aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait des podcasts, qu'on est aussi assez présent sur LinkedIn. Écoute, c'était hyper intéressant. Top. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Et on peut te suivre, j'imagine, sur LinkedIn, ce qui est ton canal privilégié. Et au plaisir de continuer les échanges en dehors du podcast. Merci beaucoup. Ouais, pour me retrouver, c'est juste Pierre Rubel, prénom, nom. Et merci pour le podcast et à bientôt. On mettra le lien. Bonne journée à tous. Au revoir, ciao. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.